Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est un moment de luxe absolu, une exception française où les couturiers nous livrent leurs plus belles créations. Plus que jamais, les podiums sont le lieu de tous les possibles, de tous les délires. La preuve, à nouveau cette année, lors de la présentation des collections haute couture pour le printemps-été prochain. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Pascal Morier. Salut Pascal. Bonjour Louise. Alors en bon pro des défilés, vous avez écumé les podiums pendant 4 jours. Vous avez quand même gardé un peu d'énergie pour venir tout nous dire de cette semaine de la haute couture. D'abord, un petit cours de mode pour les nuls. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle les Fashion Week. Non, pas du tout, parce que la Fashion Week, Louise, c'est vraiment dédié au prêt-à-porter. Et puis c'est un anglicisme, ici on est à Paris, comme vous l'avez souligné, la haute couture est une exception française. Et il faut savoir que pour le prêt-à-porter, vous pouvez très bien acheter immédiatement un modèle. En revanche, pour la haute couture, ce sont des propositions de mode que vous font les couturiers. Donc vous regardez le modèle et ensuite vous allez travailler avec le couturier lui-même ou avec son studio pour aménager un petit peu la robe et faire exactement ce que vous avez envie de faire. Alors ça coûte quand même beaucoup plus cher, c'est-à-dire que les modèles tournent quand même autour d'une petite centaine de milliers d'euros. Donc c'est pas à la portée de toutes les bourses. Oui, mais chaque modèle est unique et ce sont quasiment comme des œuvres d'art et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, on est dans le luxe absolu. Alors on l'a compris, c'est un moment d'exception où chaque détail compte. C'était particulièrement le cas cette année chez Elissab. Le créateur libanais nous a offert un petit bijou de collection. Je crois que c'est votre coup de cœur, Pascal. Oui, c'est mon coup de cœur parce que bon, on connaît Elissab, on connaît ses robes de princesse, on connaît le travail du couturier libanais qui habille toutes les familles de l'Orient et même toutes les familles du monde. Mais là, Elissab a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte que d'abord, il fallait parler avec les clientes, mais aussi et surtout avec les filles des clientes. Et les filles des clientes aujourd'hui, elles n'ont pas envie d'être uniquement des princesses à attendre de se faire inviter pour aller danser. Non, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de marcher, de courir. Donc, elles portent des bottes, elles portent des pantalons. Je ne sais pas si on court dans les robes qu'on vient de voir là quand même. Si on peut. Alors, bon, là, ce sont vraiment des robes de bal, mais regardez les bottes. Ouais. Et Elissab a tout à fait compris ça. Et il a organisé sa collection, en fait, autour de l'histoire mythique d'une jeune Anglaise qui, en 1911, arrive sur le sous-continent indien, à Delhi, et qui, justement, découvre une culture. Et en fait, c'est ça l'intérêt avec Elissab, c'est qu'on est toujours à la découverte de nouvelles cultures. Il nous fait voyager. Alors, l'autre nouveauté cette année, c'est l'arrivée sur les podiums de la Chine avec Guo Pei, la styliste de 48 ans et surtout connue pour avoir réalisé la robe jaune poussin à la traîne immense de Rihanna. Certains l'ont qualifiée de robe omelette sur les réseaux sociaux. Et donc, Guo Pei est la première chinoise à être invitée par la semaine de la haute couture. Écoutez-la. Ce que j'ai voulu faire à travers cette collection, c'est emmener les costumes traditionnels de la cour de l'empereur à Paris. C'est une sorte de cadeau pour Paris. Et vous pouvez voir qu'on y retrouve beaucoup d'éléments traditionnels chinois. Beaucoup de choses sont faites à la main, ce qui est aussi une tradition chinoise. La tradition chinoise sur les podiums de la haute couture, c'est un signe que l'empire du milieu, justement, part à l'assaut de la mode haute couture ici à Paris? Alors c'est un véritable jeu parce que la France a besoin du marché de la Chine, a besoin de vendre ses productions haute couture à la Chine, mais il se trouve également que la Chine ne découvre pas sa tradition millénaire de broderie, de savoir-faire, du travail à la main. Simplement, aujourd'hui, la Chine a envie d'investir les marchés internationaux. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, les pays asiatiques sont en train de se fédérer au sein d'une fédération asiatique de la couture. Donc la chambre syndicale de la couture parisienne a préféré inviter Guo Pei en tant que styliste Alors, on ne peut pas l'appeler couturier, parce que couturier, vous savez, c'est vraiment une appellation contrôlée. Mais c'est vrai qu'il faut y avoir des ponts. Et la Chine, pour la France, est autant un concurrent qu'une source de nouveautés, de culture. Et c'est vrai que plus il y a de participants dans cette bataille internationale de la haute couture, et mieux c'est. Et c'est vrai que la Chine a une tradition millénaire de savoir-faire. Et le défilé de Guo Pei est absolument extraordinaire. Magnifique. Alors, la semaine de la haute couture a évidemment ses habitués. 14 membres permanents, parmi lesquels les
Les poids lourds de la mode parisienne, vous les connaissez bien, Pascal. On commence avec Dior. Et c'était une collection forcément particulière, puisque la maison n'a toujours pas trouvé de successeur à Raf Simons, au belge Raf Simons. Depuis le départ de Raf Simons. Alors c'est une collection qui est... c'est une collection, on ne peut pas dire qu'elle était facile, parce qu'il y a toujours énormément de travail de la part des studios. Mais c'est vrai que c'est une collection qui était loin des fastes d'un John Galliano. Ça nous fait moins rêver, on va dire, qu'Elissa. Ça fait un petit peu moins rêver, mais ne vous inquiétez pas, le public qui était dans la salle était vraiment conquis, parce que les clientes qui sont dans la salle regardent vraiment les détails et regardent surtout ce qu'elles peuvent porter. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'elles peuvent porter dans la vie de tous les jours. Ce haut, il faut trouver une occasion quand même. Et donc c'est signé par deux anciens de la maison. Sidney Toledano, le patron de Dior, leur a confié la direction du studio. Ce sont deux Suisses, Lucie Mayer et Serge Ruffieux, et ils ont fait avec toutes les archives de la maison Dior, parce qu'on pouvait retrouver donc un petit peu de Galliano, un petit peu de Raf Simons, surtout des déclinaisons du fameux tailleur bar de 1948 de Christian Dior. Et cette collection, bon an, mal an, elle est plutôt intéressante. Et alors, qui va remplacer Raf Simons? Vous avez des tuyaux? Alors, ça c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que depuis la disparition, depuis le décès de Christian Dior en 1957, pendant en fait cette période de 60 ans, il n'y a eu que 5 directeurs de création qui se sont succédés. Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et évidemment Raf Simons. Alors qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un directeur de création? Eh bien on lui demande de faire le lien entre la finance, entre la stratégie, entre la création et surtout savoir diriger le studio et savoir diriger les ateliers, parce que la maison Dior c'est un immense paquebot, donc ça ne se manie pas comme un petit voilier. Donc il y a plusieurs effectivement noms qui circulent, parmi eux bien sûr Albert Elbaz, donc le couturier qui a été évincé de chez Lanvin. Nous avons bien sûr Hedi Slimane qui est a priori sur le départ d'Yves Saint Laurent, et nous avons surtout Phoebe Philo, qui est une ex-assistante de Stella McCartney, qui est aujourd'hui à la tête de la marque Chloé. On la voit au milieu ici sur cette image. Et ça serait quand même formidable, Louise, que ce soit une femme qui soit nommée à la tête de la maison Dior. On va suivre ce mercato de la mode. Alors on continue avec Chanel, qui, c'est devenu une habitude, a investi la verrière du Grand Palais avec cette année un décor écolo tout en bois et un retour au basique cher à Coco Chanel. On écoute Karl Lagerfeld. Il faut se rappeler que dans les années 20, avant la création de la petite robe noire, Coco Chanel était surnommée la reine du beige. Et en 33 ans de carrière, je n'avais jamais fait de collection presque entièrement dans le beige. Alors, Pascal, vous avez pensé quoi de cette collection? Est-ce que Lagerfeld arrive encore à se renouveler? C'est une collection absolument magnifique, c'est-à-dire Karl Lagerfeld l'a dit, c'est une collection beige. Alors en termes de couture, c'est extrêmement simple, puisque là on est dans un décor de zénitude scandinave absolue, avec un décor fait de bois. Eh bien, les broderies sont faites avec du bois. Ah oui. Et avec des herbes, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors quant à la longévité, dans la tendance COP21, la Karl Lagerfeld. Oui, totalement. On est dans l'écolo, l'écolo très chic forcément, évidemment. Oui. Mais la longévité, Louise, de Karl Lagerfeld, c'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est qu'en 33 ans, il n'a pas raté une seule collection. Alors là aussi, certaines rumeurs courent, c'est-à-dire, j'ai entendu dire que Karl Lagerfeld était un vampire, qu'il avait trouvé ce fameux élixir de jeunesse, ou même qu'il avait signé un pacte avec le diable. Toujours est-il que, à la fin du défilé, en discutant avec Monica Bellucci, elle m'a dit « Écoute, c'est extrêmement simple. La longévité de Karl, c'est la passion de son métier. » Alors en voilà un qui à coup sûr lui arrive à nous surprendre, le génial et imprévisible Jean-Paul Gaultier. Le couturier a décidé de ne plus faire de prêt-à-porter et se concentre sur la haute couture. Il est très inspiré et nous fait revivre ses années Palace, la célèbre boîte de nuit parisienne des années 80. Regardez. C'est clairement la boîte de nuit, là, là, ça swing, c'est vraiment un hommage. Jean-Paul Gaultier voulait rendre un hommage à la physionomiste du Palace, qui était une de ses copines, et d'une manière générale, Jean-Paul Gaultier a rendu hommage à toutes les femmes qui étaient présentes au Palace et à celles d'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui donne à Gaultier cette énergie qui semble inépuisable? C'est la passion de son travail, et surtout de se renouveler, de travailler, et surtout de libérer. C'est-à-dire que Jean-Paul Gaultier a un véritable message, c'est-à-dire qu'il veut nous libérer des esprits trop étroits. Il veut faire que ça avance, que les choses avancent. Il n'hésite pas non plus à se débarrasser
ramasser des branches mortes, comme le prêt-à-porter pour se consacrer à son œuvre, la haute couture. La haute couture. Alors justement, cette chambre de la haute couture a aussi ce qu'on appelle des membres invités. Oui. Et je crois que l'un d'entre eux a particulièrement retenu votre attention. Oui, c'est un jeune designer, il est marseillais, il s'appelle Yassine Ouadi, et il est extraordinaire parce que c'est simplement sa seconde collection. Et dans sa seconde collection, il nous a trouvé des broderies, du travail incroyable. Ce qui est formidable aussi, c'est que Yassine vient des quartiers nord de Marseille, et vous savez bien que c'est pas facile de sortir des quartiers nord. Il a appelé et fait tourner toute sa collection autour du chiffre 13 parce qu'il est superstitieux. Il y avait 13 modèles, et puis il y avait 13 tenues, et il y avait même des tatouages au numéro 13. Bon, bel hommage. On suivra ce Yassine Ouadi qui est donc un nom absolument, et ce n'est que sa seconde collection, et ça montre la vivacité et l'énergie de la haute couture. À suivre donc. Merci beaucoup Pascal d'être venu nous parler de cette semaine de la haute couture. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images insolites de cette semaine de la haute couture, celle du défilé de On aura tout vu, une robe de mariée à la traîne soutenue par des drones. Je vous laisse découvrir, vous dis à très vite.